Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes. La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle. Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne. Une société raciste n'est pas la collection composite de groupes hétérogènes, mais fonctionne suivant un système de relations entre groupes de pouvoir inégal. Non, la race n'existe pas. Si, la race existe. Non, certes, elle n'est pas ce qu'on dit qu'elle est, mais elle est néanmoins la plus tangible, réelle, brutale des réalités. Et donc nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, dans une nouvelle émission de Sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui aux émeutes en France et particulièrement à Paris, autour d'un livre, donc Le goût de l'émeute, manifestation et violence de rue dans Paris et sa banlieue à la Belle Époque, d'Anne Steiner, paru aux éditions L'Échappée en 2013. Et on va donc partir de cet ouvrage paru en 2012 pour aborder la question de l'émeute qui est revenue d'actualité avec les émeutes des Gilets jaunes sur les Champs-Élysées, particulièrement en décembre 2018. Alors, pour commencer, Anne Steiner, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pourriez commencer justement par préciser ce qui différencie une émeute d'une manifestation, ce qui montre aussi peut-être la nouveauté dans l'histoire de France de la manifestation qui a une histoire, qui n'a pas toujours existé, tout comme l'émeute elle-même a une histoire. Alors, déjà étymologiquement, émeute, ça vient de esmeu, qui est le participe passé du verbe émouvoir en français, donc ça nous ramène vers l'émotion, vers la colère, vers un caractère plus spontané qu'organisé, à l'inverse de la manifestation qui suppose quand même une forme prédéterminée, assez ritualisée, qui d'ailleurs emprunte un petit peu à la forme du défilé de carnaval ou de la procession, très certainement, qui a servi de modèle. Alors, des manifestations peuvent dégénérer en émeute. Inversement, une émeute se transforme rarement en manifestation. Mais la manifestation telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire avec négociation du parcours, service d'ordre, annonce auprès des autorités, demande même d'autorisation auprès des autorités, c'est très récent parce qu'il y a eu un vide juridique qui a duré très tard, jusqu'après la Grande Guerre, et même c'est fixé véritablement par les textes seulement en 1935. Donc jusque-là, pendant longtemps, en tout cas jusqu'en 1909, puisque 1909 c'est la première manifestation organisée de l'histoire de France, j'expliquerai le contexte après, eh bien la manifestation n'est ni interdite ni permise, il n'y a tout simplement pas de texte de loi, mais ce qui permet à l'État de réprimer, voire empêcher de se produire toute manifestation qui ne lui plaît pas. Du coup, il y avait, après la Commune, donc pendant toute la Troisième République, la seule forme de manifestation qui était tolérée, c'était les cortèges mortuaires, les enterrements militants ou de personnalités comme Victor Hugo, qui est en résonance quand même avec la politique. Il y avait la montée au mur des fédérés qui a été très souvent réprimée, et puis la commémoration du 14 juillet. Mais il n'y avait pas véritablement les manifestations syndicales, en tout cas, liées au travail, a été systématiquement réprimées. Donc en fait, finalement, il n'y avait pas vraiment de différence dans les textes. Il n'y avait pas vraiment de différence dans les textes juridiques entre émeute et manifestation. Ni l'une ni l'autre n'était présent dans les textes juridiques. On n'en parlait tout simplement pas. Donc les 1er mai, par exemple,
exemple, ça a été systématiquement interdit. Le plus connu, c'est le 1er mai 1906, qui devait être le point de départ d'une grève générale qui avait été annoncée par la CGT un an avant, grève pour la journée de 8 heures. Et donc, ce jour-là, à partir de la 8e heure, tout le monde devait quitter les ateliers et faire ainsi les jours suivants. Et puis, cette manifestation du 1er mai a été rendue impossible par la présence à Paris seulement, de 45 000 hommes de troupes. C'est énorme. Alors oui, les forces de répression, il n'y avait pas de forces de répression dédiées pour les manifestations. Donc c'était la gendarmerie en province. À Paris, on avait juste la garde républicaine et la police municipale, mais c'était des effectifs pas très importants. Et très vite, la troupe. Et pour le 1er mai 1906, c'était préventif. Même la troupe était là depuis la veille. Et avec la technique du manège, c'est-à-dire de tourner autour de la place à cheval, on rendait l'occupation des places parisiennes impossible, notamment la place de la République. Ce qui est caractéristique aussi dans le maintien de l'ordre, entre guillemets, de ces manifestations que vous décrivez dans votre livre, donc le goût de l'émeute 1909-1910, du coup à Paris, c'est effectivement le fait que la gestion du maintien de l'ordre n'est pas vraiment très codifiée, très cernée, il n'y a pas vraiment de spécialisation, qui fait que les forces de l'ordre sont débordées par l'émeute. Pour du coup rétablir la situation, elles usent d'une violence très forte, donc notamment et préventive, et notamment avec les dragons, qui n'hésitent pas à sabrer, quoi. Et un bon exemple, c'est la manifestation pour Francisco Ferrer. Francisco Ferrer était un pédagogue libertaire qui, à la suite d'émeutes qui s'est produit à Barcelone, d'émeutes contre l'envoi de troupes au Maroc, avait été accusé d'être un instigateur et avait été condamné à mort avec d'autres personnes. Mais lui est extrêmement célèbre, il avait beaucoup vécu à Paris, il était lié de très près à Paul Robin, Sébastien Faure, il était internationalement connu, donc il y a eu déjà des manifestations pour empêcher sa condamnation à mort, dont une manifestation en voiture, ce qui n'était pas habituel à Paris, 60 de voitures avec des gens de la guerre sociale. Et puis, il a été condamné et exécuté avec une rapidité foudroyante parce que le gouvernement espagnol, voyant la mobilisation dans tous les pays du monde, voulait faire vite. Et à l'annonce de sa mort, à 14h à Paris, c'est sorti, il y avait une édition spéciale, bien sûr, de tous les grands quotidiens, eh bien, le peuple parisien est convergé vers l'ambassade d'Espagne. Donc très vite, l'annonce de sa mort tombe à 14h. Et à 20h, le quartier autour de l'ambassade d'Espagne est noir de monde et on évalue à peu près 20 000 personnes, dont beaucoup de personnes en vêtements de travail, dont les terrassiers. Ça a une importance parce que ces terrassiers, ils ont des pelles et vont s'en servir. Et en fait, la police, le préfet de police, Lépine, est pris de court. Il envoie rapidement la garde républicaine et puis les effectifs de police qu'il peut mobiliser, mais ça fait quand même assez peu. Et les barrages policiers vont être débordés un peu par la foule, qui cependant ne parviendra pas à l'ambassade d'Espagne. Mais il y a des tramways brûlés, des conduites de gaz enflammées, le mobilier urbain complètement dévasté. Enfin, c'est vraiment des scènes de guérilla, mais beaucoup de feu, surtout les kiosques à journaux, justement, ça fait penser aux manifestations des Gilets jaunes. Et aucune arrestation, enfin il y a très peu d'arrestations, il y en a quelques-unes, mais très peu, parce que les manifestants sont assez nombreux pour soustraire justement les personnes qu'on arrête aux griffes de la police. Mais c'est un véritable chaos. On n'avait pas vu depuis la Commune des scènes aussi violentes et une telle intensité. Du coup, le Parti socialiste, qui était évidemment présent à la manifestation, avec toutes ces fractions, puisqu'à l'époque, dans la SFIO, il y a plusieurs fractions, ça va de gens comme Jaurès jusqu'à Gustave Hervé, décide d'organiser 4 jours plus tard, le dimanche 17 octobre, une manifestation, mais cette fois calme, pacifique, avec accord de la police. Et c'est la première fois qu'il y a une négociation autour de ce cortège et des hommes de confiance qui sont en fait le service d'ordre, qui sont reconnaissables à des brassards et qui vont encadrer cette manifestation qui va se défiler entre 2 rangs de policiers. Ce qui ne fera pas l'affaire de tout le monde, et notamment les syndicalistes sont assez dubitatifs,
la bataille syndicaliste critique cette manifestation. En revanche, le journal La Guerre sociale, qui a à sa tête Gustave Hervé et Miguel Almereda, alors même qu'ils avaient participé aux violences et qu'ils s'étaient félicités des violences de la première manifestation, vont faire partie du service d'ordre et louer cette grande manifestation pacifique. Parce qu'il y a quand même un mouvement pour obtenir le droit de manifester en France, à l'exemple de ce qui se passe en Belgique et en Angleterre. Et justement, les arguments, c'est toujours de dire, voilà, là, c'est des monarchies constitutionnelles et sont plus avancées que nous, Français, dans les droits démocratiques, le droit de manifester étant un droit démocratique. Et il y a notamment Vaillant, qui est un blanquiste, qui ne cesse d'intervenir pour le droit de manifester. Parce qu'il y a eu tout un débat en 1907. Les syndicats voulaient organiser une manifestation pour obliger le patronat à respecter la seule loi sociale du régime, qui était la loi sur le repos hebdomadaire, qui avait été votée donc en juillet 1906 et qui en janvier 1907 n'était toujours pas appliquée par tous les patrons en tout cas. Et du coup, il y a un débat à la Chambre pour savoir si oui ou non ils pourront manifester. Et puis le jour dit, la Bourse du Travail est fermée, la police se déchaîne et la manifestation est impossible. Oui, on voit bien là qu'il y a une opposition assez frontale en fait du pouvoir politique à toute forme de manifestation. Et finalement, la deuxième manifestation, Ferrer, elle est acceptée, mais finalement parce qu'il y a eu tellement de dégâts. Oui, c'est ça. Oui. Et aussi parce que là, le gouvernement n'est pas directement mis en cause. C'est le gouvernement espagnol, et d'ailleurs je crois que le gouvernement français avait demandé au gouvernement espagnol d'exercer une certaine clémence. Donc c'est une manifestation qui n'est pas hostile au pouvoir. Alors des émeutes d'ailleurs il y en a eu pour Ferrer dans d'autres pays, et en Italie des églises ont été brûlées, des couvents, il y a eu une grève générale en Uruguay. Enfin ça a été vraiment international. Il y a eu une manifestation à Prague, on dit même que Kafka y a participé. Donc oui, cette deuxième manifestation, elle a lieu pour ça. Mais alors, du coup, on se dit, bon, bah, ça va, le pli est pris, et maintenant, les manifestations, enfin, le Parti socialiste se félicite. Et pour la montée au mur des fédérés en mai suivant, en mai 1910, il réitère la demande de manifester en dehors du cimetière, parce que dans le cimetière, on les laissait, mais c'était dès qu'ils sortaient qu'ils étaient matraqués les années précédentes. Et donc là, la manifestation se fait un petit peu sur le même modèle, avec des hommes de service d'ordre, enfin des hommes de confiance, etc. Alors, on pourrait dire, ça y est, maintenant ce sera toujours comme ça. Et patatras, pas du tout. Et là, c'est dans le livre, très peu de temps après, il y a un ouvrier ébéniste du Faubourg Saint-Antoine qui est frappé à mort lors d'une grève, frappé à coups de crosse, et qui meurt. Et ces obsèques sont organisées, donc le cortège doit partir de la rue du Faubourg Saint-Antoine, où il y avait son dernier lieu de travail, donc devant la maison de son dernier patron, jusqu'au cimetière de Pantin. Ça fait quand même une grosse route, hein. Ça passe par l'avenue de Flandre et par le boulevard de Belleville, etc. Et dans la préparation du cortège, les syndicats tiennent le Parti socialiste à distance, justement parce qu'ils ne veulent pas d'une manifestation avec service d'ordre, etc. La manifestation, d'ailleurs, est très vite détournée de son chemin, parce que même les manifestants font un écart par rapport au parcours syndical, qui était pourtant déjà un parcours subversif par rapport à ce qu'auraient organisé les socialistes. Ils font ce détour pour casser un commissariat, en fait, qui est sur leur chemin. Et ensuite, pendant tout le trajet, il y a des actes de violence. Par exemple, quand des chantiers sont ouverts et que des ouvriers travaillent, on les fait descendre brutalement des échafaudages. Dès qu'un policier est aperçu, il est molesté très sévèrement. Des commerçants qui n'ont pas mis un signe de deuil aussi sont frappés, ainsi jusqu'au cimetière de Pantin. Et à la sortie du cimetière, là il n'y a plus que 2000 personnes, il y en avait plus de 10 000 au départ, et ces 2000 personnes ont des drapeaux rouges, et ça s'appelle des emblèmes séditieux, rouge et noir, et les forces de police leur demandent de replier simplement ces emblèmes séditieux, sinon ils peuvent passer. Et comme ils refusent, alors ça tourne vraiment
à l'émeute, il n'y a pas d'autre mot, parce que là, c'est même plus une manifestation. Ils sont massés sur les fortifications et ils se battent avec la police, qui est très très virulente. Après, c'était un vrai carnage, je crois. Il y avait vraiment des vêtements, des chaussures abandonnées partout, des traces de sang. Et c'était joint aux manifestants, qui étaient essentiellement des Parisiens et beaucoup de travailleurs du secteur de l'ameublement qui occupait énormément de personnes à cette époque. On peut même pas se représenter, mais c'était énorme le nombre de gens qui travaillaient dans l'ameublement. Il y a les enfants des fortifications, les jeunes des barrières, et c'est toujours du coup la figure du voyou qui vient, alors que pas du tout, oui. Enfin, c'est côte à côte qu'il balance des projectiles sur la police, mais après, dans la presse, alors ça peut être aussi une presse de gauche qui dit voilà, finalement c'était des jeunes Apaches, etc., que la presse de droite qui ménage quand même les travailleurs en disant voilà, c'est pas le peuple parisien, c'est pas les travailleurs, c'est ces voyous de barrière et ces jeunes prostituées, parce qu'il y a des jeunes filles qui participent à cette émeute. Et on avait déjà vu ça pour la première manif Ferrer, où des journaux conservateurs avaient parlé de 200 malandrins qui s'étaient joints au cortège, donc cortège plutôt légitime pour protester contre Ferrer. Et l'Humanité avait repris en disant c'est pas du tout des malandrins, il y a eu de la violence, mais la violence a d'abord été policière, et les travailleurs ont répondu par la violence. Comme si on voulait un peu opposer, comme dans la théorie marxiste, un peu le lumpenprolétariat et le prolétariat. Oui, c'est quelque chose qui ressurgit à chaque manifestation. La figure du casseur, on l'a vu encore avec les Gilets jaunes, en disant c'est ces petites hordes de pillards. Alors le Black Bloc, mais ça c'est différent, parce qu'il y a quand même une connotation politique pour le Black Bloc. Mais on a parlé de jeunes ne venant que pour piller, voilà. Et c'est tout le temps. En fait, mais ça se fixe déjà à partir de ce moment-là. Et en fait, finalement, ce qui se dessine aussi dans cette opposition entre les malandrins, les Apaches, comme vous dites, et le peuple parisien qui manifeste, c'est un peu l'opposition voilà, entre ce qui est légitime et ce qui est illégitime, entre, disons, la manifestation qui est raisonnable, qui est politique, qui est extra, et l'émeute qui est vue comme complètement irrationnelle. Donc c'est l'époque aussi un peu après la publication de la psychologie des foules de Gustave Le Bon. Et du coup, ce qui masque en fait le fait que, ce qu'on comprend dans votre livre, c'est qu'il y a quand même une espèce d'économie morale de l'émeute. Est-ce qu'on peut dire, comme Thomson, lui, voyait une économie morale des émeutes au XVIIIe siècle, que, évidemment, c'était pas tout qui était ciblé aveuglément, qu'on s'en prenait principalement aux symboles du pouvoir ou aux gens qui avaient l'air hostiles au mouvement. Mais par exemple, dans une des émeutes que vous décrivez, on voit qu'il y a certaines personnes qui sont très bien accueillies parce qu'elles vont déposer une gerbe sur la tombe, sur le cercueil d'Henri Clerc, alors que d'autres qui ne se découvrent pas, eux sont molestés parce qu'on prend ça comme une marque de défiance. Ah oui, même il y a un moment où ils sont boulevard de Belleville et c'est la foire au pain d'épices qui avait lieu régulièrement, avec ces petites baraques foraines, et les badauds sont molestés parce que ça veut dire ils se promènent, ils se réjouissent, un jour de deuil, donc effectivement ils deviennent associés à la figure de l'ennemi. Donc c'est pas irrationnel, bien sûr. Enfin, c'est une rationalité finalement qui est assez différente de celle de la manifestation. Ce que vous dites dans votre chapitre sur Ferrer, sur la fin, c'est que la manifestation finalement, elle vise à instaurer une espèce de rapport de force en montrant le nombre, l'organisation, alors que l'émeute, c'est montrer le rapport de force, la colère, tout de suite, immédiatement, sans passer par une espèce de représentation d'une masse nombreuse. En même temps, pour Henri Clerc, il y a les deux, parce qu'il fallait qu'il y ait beaucoup de monde. Et effectivement, il y a beaucoup de monde. C'est pareil, c'est de l'ordre de 20 000 personnes, je crois, au départ. Et tout le monde ne va pas jusqu'au bout. Mais toutes les corporations sont là avec les bannières syndicales et c'est très impressionnant d'ailleurs les photos de l'émeute, de la manifestation. Et malgré tout, ça garde la forme d'un cortège, mais avec des exactions jusqu'au cimetière. C'est après que ça se transforme en mêlée. En fait, ça ressemble un petit peu aux manifestations qu'on a vues les dernières années par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est une manifestation au début assez
concentré. Et puis ensuite, effectivement, ça peut prendre des formes émeutières, notamment sur les côtés du cortège. Oui, sur les côtés, mais avec l'assentiment de tous les manifestants, en fait. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que justement, on retrouve pas, un petit peu comme aujourd'hui, cette fameuse division entre les bons manifestants et les casseurs. Oui, mais que une certaine presse essaie de mettre pourtant en avant. Mais ça marche pas. Et alors, du côté, par exemple, des gens de la guerre sociale, il y a à la fois un éloge de la violence, voire une fascination, mais une violence qui devrait être ordonnée. C'est normal, ils sont blanquistes, insurrectionnalistes. Et pour la deuxième manifestation, Gustave Hervé le dit. Donc le lendemain, alors qu'ils ont revendiqué leur participation aux violences lors de la première manifestation, Gustave Hervé écrit « Il n'y avait entre les flics et nous qu'un simple malentendu. Ces messieurs s'imaginaient que c'était leur droit strict à chaque manifestation, même paisible, de se jeter sur nous à coups de poing, à coups de casse-tête, à coups de sabre. Ce malentendu durait depuis des siècles, depuis qu'il y a des policiers et des hommes libres. Depuis l'Empire, il n'a fait que s'aggraver tous les ans à mesure que Marianne prenait de l'âge. Nous l'avons dissipé mercredi soir, donc à la première manif, puis sa deuxième a lieu le dimanche. Aux charges des gardes républicains et à leurs coups de sabre, aux assommates des brigades centrales, nous avons riposté à coups de revolver. » Il le revendique donc. Aussitôt on s'est expliqué, tout le monde nous a compris, à commencer par Briand la jaunisse. Bon, Briand c'est le président du conseil, ex-partisan de la grève générale, donc on l'appelle toujours la jaunisse. Le président du conseil, donc, qui fut plusieurs fois à côté de nous, chargé par les Cosaques de la République, connaissait les mœurs des Apaches de la préfecture. Donc là, on voit, très souvent on dit les Cosaques de la République pour dire que entre le tsarisme et la République française, il n'y a pas tant de différence que ça. Et Apaches de la préfecture pour dire que les policiers sont des voyous. Il a mis une muselière à chacun d'eux. Sur notre conseil, le préfet de police a consenti à prendre 15 grammes de bromure pour calmer ses nerfs. Et tout s'est passé paisiblement. 100 000 Parisiens ont défilé à 200 mètres de l'ambassade d'Espagne, conspuant l'assassin, c'est-à-dire le souverain d'Espagne, sans qu'il y ait eu pendant tout le défilé du cortège une seule bagarre. 100 000 hommes dont la colère grondait sont restés calmes pendant un défilé qui a duré 2 bonnes heures, se bornant à exhaler en chants révolutionnaires et en clameurs leur dégoût du gouvernement alfonsiste, c'est Alphonse XIII qui est roi d'Espagne à ce moment-là, en même temps que leur fraternelle sympathie pour le noble et héroïque peuple espagnol. Et il dit que nos camarades révolutionnaires qui ont pu s'offusquer de notre subit excès de modérantisme ne s'alarment pas. Nous ne sommes pas devenus du jour au lendemain des moutons uniquement capables de bêler. Nous ne sommes ni pour la détente, ni pour la réconciliation des classes, ni pour le bloc républicain. Nous sommes toujours pour la guerre sociale. Mais chaque chose a son temps. Les manifestations paisibles dans la rue sont une chose, les insurrections en sont une autre. Les unes n'empêchent pas les autres, au contraire. Oui, c'est intéressant. On a tout là. Il y a une autre militante que vous C'est citez. Madeleine Pelletier, que j'adore absolument, qui était proche de la guerre sociale et qui faisait partie des hommes de confiance, justement, et qui dit « La manifestation de dimanche m'a causé une grande joie, non pas que l'on veuille me croire parce qu'elle a été pacifique, j'aurais préféré que les circonstances eussent permis de la faire violente comme celle de mercredi, mais parce qu'elle a permis de constater qu'il sera possible aux révolutionnaires de transformer les foules amorphes en troupes disciplinées. » Bon, en même temps, c'est l'idée des minorités conscientes qui entraînent les foules. Bon, ça ne me plaît pas trop aux anarchistes, évidemment. Et elle dit « Jusqu'ici, les manifestations auxquelles j'ai assisté n'étaient que des cohues. On arrivait à l'endroit désigné, on criait quelque chose, puis les agents ou les soldats chargeants, on fuyait pour revenir et fuir encore. Seuls quelques braves à 3 poils essayaient de tenir, mais vite isolés, ou bien se faisaient arrêter, ou bien ils étaient contraints de reculer comme les autres. Et par contre, les anarchistes individualistes trouvent ça absolument ridicule, n'ont d'ailleurs pas participé à la deuxième manifestation, et ils parlent d'une cavalcade ridicule et pacifique de gens braillant à bas la calotte sous le regard de la flicaille. Mais on voit effectivement une certaine défiance vis-à-vis de cette manifestation, mais ce qui ressort de ce propos, c'est presque l'idée que il faut adopter la forme de la manifestation ou la forme de l'émeute, un petit peu en fonction aussi du contexte. Donc, par exemple, voilà, le texte de Gustave Hervé n'oppose pas les deux, mais dit, voilà, ça dépend du contexte. Et c'est vrai que ce qu'on voit, c'est que même aujourd'hui, il y a eu d'une certaine manière une temporalité historique très liée à la manifestation
dans les années 80, 90. Et là, effectivement, plus un certain retour de l'émeute, notamment analysé par Joshua Clover dans son livre L'émeute prime, paru aux éditions Entremonde, qui est lié à une nouvelle temporalité où notamment avec la crise du capitalisme des années 2010, eh bien, la forme du mouvement social tel qu'on le connaît depuis les années 1980 avec les manifestations encadrées par les syndicats, avec des demandes relativement modérées, formulées, etc. Là, on est passé, sans forcément que ce soit une opposition radicale, mais on voit que maintenant, le mode de l'émeute semble prendre plus d'ampleur qu'il n'en a eu dans les années. Mais je me demande si c'est pas parce que le nombre ne compte plus, qu'en fait on n'écoute plus le nombre. Donc peut-être c'est aussi lié à ça, c'est qu'aujourd'hui il ne suffit pas d'être très nombreux pour faire entendre raison aux gouvernants, parce que longtemps ça a été le nombre, parce qu'effectivement c'était lié aussi à la dynamique électorale. On se disait 2 millions de personnes dans la rue contre, on retire le projet de loi, et bien souvent des projets ont été retirés. Mais c'est là où on compte ce qu'on a vu dans le mouvement de 2018, du printemps 2018, c'est que finalement, peu importe la longueur de la grève, l'ampleur de la grève à la SNCF, le pouvoir politique est plus disposé à négocier. Alors peut-être parce que justement, il considère qu'il est plus dans cette optique de il faut négocier, même si finalement on a un gouvernement de droite et même si on a un programme néolibéral. Donc, ce qui fait que, évidemment, ce qu'on a assisté quand même, ce qui est intéressant justement chez les Gilets jaunes, c'est qu'on a assisté à une radicalisation des formes de manifestation très rapide, finalement, entre novembre, où finalement c'était presque la police avec nous. Première manifestation de novembre, oui, il y avait la police avec nous, mais en fait c'était quand même des manifestations sauvages parce qu'il n'y avait pas de demande, et ça c'est ça qui est extraordinaire dans ce mouvement, c'est que toute cette mise en place, parce qu'en 1935 il y a un décret de loi qui a fixé le cadre légal de la manifestation, 1935 seulement, et c'était après les émeutes de droite de 1934 justement. Du coup il y a déclaration préalable en mairie ou en préfecture 3 jours avant, signée par au moins 3 organisateurs domiciliés dans le département qui doivent détailler leur identité et adresse. Il y a le but de la manifestation, la date, l'heure, le lieu, l'itinéraire, les mesures de sécurité prévues. Et là, les Gilets jaunes n'ont pas du tout respecté ça. D'ailleurs, et c'est ça qui est absolument admirable, c'est que progressivement, les manifestations étaient cantonnées dans les quartiers ouvriers, aujourd'hui ex-ouvriers, c'est-à-dire dans l'est de Paris, avec trajectoire symbolique, République, Nation, qui avait été Bastille, République, Nation, des hauts lieux de contestation. C'est même, en fait, on marche sur les traces de la Révolution française quand on arpente le faubourg Saint-Antoine. Mais du coup, les quartiers bourgeois étaient toujours protégés. Et personne n'a tellement essayé de changer ça. Et eux, d'emblée, avec leur slogan « Macron, on va te chercher chez toi », on va le chercher où? À l'Élysée, donc on va sur les Champs-Élysées. Et je crois que c'est en toute naïveté qu'ils disaient la police avec nous, parce qu'ils avaient fortement l'impression d'être légitimes, et la police n'a pas été avec eux, évidemment. Et il y a eu une sorte de désillusion, mais c'était pas des manifestations tranquilles, parce que déjà, leur caractère subversif, selon moi, venait qu'elles se produisaient dans les beaux quartiers et qu'elle n'avait pas été déclarée. Mais je crois par même ignorance je dis ça très respectueusement, la législation, puisque c'est des gens qui n'avaient pas particulièrement d'activité syndicale ou politique, donc qui n'avaient peut-être jamais organisé une manifestation de leur vie, donc ils ne se sont pas souciés de ça. Oui, non, vous avez raison de dire effectivement que d'emblée, la mobilisation des Gilets jaunes a rompu avec les règles établies. Oui. Et après, ils ont fait quelques manifestations autorisées et négociées. Mais moi, j'en ai fait beaucoup. Et j'entendais à chaque fois qu'on se prenait des charges de police, les gens écœurés, puis avec une certaine envie, ils disaient pourtant là, c'était déclaré. Ça sert à rien de déclarer, on déclarera plus. Il n'y avait pas l'habitus de la manifestation. Et puis, il n'a pas pu se développer puisque la police s'est comportée de telle façon. Ils ont eu l'impression qu'en respectant les règles du jeu, on n'était pas plus respecté ou qu'on pouvait être matraqué de la même manière. C'est presque comme si le gouvernement était le principal vecteur de radicalisation finalement. Mais oui, j'aime pas trop le mot de radicalisation. Oui, bien sûr. Il a servi tellement mal. Mais oui, de monter de la violence. Oui, puis j'ai bien vu, moi, dans les premières manifestations, quand il y avait des black blocs, entre guillemets, mais
des gens qui se comportent comme tels. Il y avait une petite hostilité, justifiée d'ailleurs, parce que bon, c'était leur manif et tout d'un coup ces gens viennent et font des choses qui leur plaisaient pas forcément. Et puis après, avec la montée des violences policières, eh bien, il n'y avait plus du tout ça. Ils avaient l'impression que c'était des techniques de se masquer, etc., qui pouvaient même être utiles. Et donc finalement, ce qui fait que des gens qui n'avaient pas forcément fait beaucoup de manifestations avant ont fini par approuver des formes émeutières, sans passer tellement par la case de la manifestation. Oui, bien sûr. Du fait de la répression, absolument. Et quel parallèle on peut faire avec les années 1909-1910 ? Parce qu'il y a quand même un parallèle peut-être entre les émeutes des années 1909 et 1910 et aujourd'hui, c'est que la répression policière joue un rôle quand même dans, disons, la politisation des individus, c'est-à-dire que, tout comme les Gilets jaunes, finalement, ont une vision aujourd'hui un peu différente de l'État, de la police, que celle qu'elles avaient avant novembre 2018, eh bien, peut-être qu'il y a eu aussi ces phénomènes-là en 1909-1910, quand la police tue, par exemple, le menuisier Henri Clerc. Oui, mais on a, je pense, un peuple beaucoup plus politisé à ce moment-là. Une sensibilité socialo-anarchiste, même républicaine, qui fait que les gens sont quand même... Alors peut-être le mouvement du Midi en 1907 est un peu à part, mais il y a une forte politisation quand même, enfin, une conscience de classe en tout cas. Oui, qui précède l'émeute en fait. Oui, il y a les riches et nous, les travailleurs, donc il y a une politisation, je pense, plus forte. Et finalement, les violences policières sont plus, disons, une occasion, entre guillemets. Alors là, en plus, c'est bon, à part Henri Clerc où c'est des policiers, mais souvent la violence, c'est la troupe, c'est même pas la police, c'est la troupe. Parce que dans toutes les grèves, c'est la troupe qui est envoyée. Et puis il y a aussi la violence de la justice, avec le cas de Liabeuf. Oui, alors la violence de la justice est assez clémente quand même. Alors, il y a les délits de presse qui peuvent être extrêmement sanctionnés quand on attaque l'armée. Enfin, Gustave Hervé, le pauvre, on a fait vraiment l'expérience. En tout, il a été condamné à plus de 10 ans de prison qu'il n'a pas fait, parce qu'à chaque fois, il y a des réductions de peine, mais il a fait quand même plusieurs années de prison, notamment pour Liabeuf, il a été condamné à 4 ans pour son fameux éditorial sur le courage de l'Apache. Liabeuf, c'est un garçon qui a été accusé à tort d'être un proxénète, parce qu'il y a une police, la police des mœurs, qui est une police vraiment très inquiétante, qui harcèle pas mal les jeunes, justement. Parce que le premier délit à cette époque de la jeunesse délinquante, c'est la prostitution. Et les souteneurs sont des très jeunes garçons, des classes populaires. Enfin, en tout cas, ce type de prostitution existe à côté d'un autre type, mais il y a beaucoup de très jeunes filles prostituées par de très jeunes garçons, donc c'est les Apaches, justement. Et du coup, c'est toujours prétexte. Alors, c'est pareil, la prostitution n'est pas interdite, mais c'est le racolage, donc on peut toujours, et puis les filles doivent être fichées, organiser des rafles. On peut les tolérer, puis tout à coup organiser des rafles, un peu comme aujourd'hui avec le trafic de stupéfiants, en fait. C'est un délit ambigu, avec une sorte de tolérance, mais on peut toujours intervenir. Et Liabeuf, il a une amie prostituée. Il fréquente un peu ces gens-là, mais lui, il travaille, il est cordonnier, et il a, dans son passé, commis des petits vols, mais vraiment des petits vols, mais ce qui a valu d'aller au bas de Daf, donc c'est un trajectoire quand même assez douloureuse, et il est venu à Paris où il est cordonnier, il travaille bien, c'est un bon ouvrier, et il sort avec une jeune fille qui se prostitue, et du coup la police des mœurs l'accuse de proxénétisme, il est condamné avec un procès très expéditif à pas grand chose, genre 2 mois de prison. Mais il ressent ça comme une très très profonde injustice, parce qu'il méprise les souteneurs, il méprise ça absolument. Et donc, d'avoir été condamné sur ce délit-là lui déplaît fortement. Et il est interdit de séjour. Et ça, il ne veut pas respecter l'interdiction de séjour, donc il continue à se promener dans le même quartier. Du coup, il est renvoyé en prison pour non-respect de l'interdiction de séjour. C'est-à-dire, en général, on les envoyait au-delà de la boucle de la Seine, à niveau d'Argenteuil. Enfin, il y avait donc un périmètre interdit, Paris, plus une bande autour de Paris. Et là, il décide de se venger. Et il se venge en fabriquant une sorte d'armure, enfin, de brassard,
surtout le long des bras, où ils plantent les clous qu'utilisent les cordonniers. On appelle ça la semence, des petits clous très très pointus. Donc, on a dit l'homme hérissé, parce qu'il y en a autant que les piquants d'un hérisson. Et il met une pèlerine, il prend son tranchet de cordonnier, il va à la rencontre des policiers qui l'ont envoyé en prison. Et il en rencontre d'autres qui essayent de l'arrêter, qui se piquent les mains, il en tue un avec son tranchet, et il tire dessus aussi parce qu'il a un pistolet, et il va être condamné à mort. Donc on ne peut pas dire que la justice soit tellement sévère, parce que mort d'un policier, ça vaut condamnation à mort. Il y en a assez peu, des condamnations à mort. Et du reste, le président du moment, Fallières, est pour l'abolition de la peine de mort et a évité d'exécuter des gens, à user de son droit de grâce systématiquement. Et puis il y a un projet sur l'abolition de la peine de mort qui a été discuté au Parlement. Et comme entre-temps, il a gracié le tueur d'une petite fille, en fait, l'opinion publique s'est retournée complètement et était pour la peine de mort. Et, on a perdu une occasion de l'abolir à ce moment-là. Et il ne va pas pouvoir gracier Liabeuf parce qu'en fait, la police ne le tolérera pas. Il semble que Lépine l'aurait menacé de donner sa démission. Or, le préfet de police Lépine est un homme extrêmement efficace dont on ne pouvait pas trop se passer. Et donc, il n'y a pas de droit de grâce. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a eu toute une mobilisation pour obtenir la grâce de Liabeuf, et avec des gens extrêmement connus, dont la grande journaliste Séverine, qui était l'héritière de Vallès, exécutrice testamentaire de Vallès, qui avait repris le journal de Vallès. Et elle va mobiliser les Dreyfusards en disant il y a eu un vice pour Dreyfus, on s'est battu contre, un vice de procédure, un vice de forme, et là... c'est quelque chose de terrible qui est arrivé à Liabeuf. Il a été condamné injustement la première fois, donc son crime doit prendre une autre dimension. C'est une sorte de crime d'honneur, en fait. Il répare son honneur. Et même le capitaine Dreyfus a signé. Tous les Dreyfusards ont signé pour Liabeuf, qui est pourtant un petit voyou, entre guillemets, enfin, apparenté à, du moins, un travailleur, en tout cas, qui a déjà été condamné pour vol. Donc ça, c'est assez beau quand même. C'est un cas d'ailleurs qu'on retrouve parce que la même année, même si vous n'en parlez pas dans ce livre-là, il y a aussi Jules Durand. Oui, qui est condamné à mort. Oui. Mais là, c'est un syndicaliste. C'est ça. Mais on voit que finalement, paradoxalement, malgré la répression quand même violente des manifestations et des émeutes à cette époque, finalement la répression judiciaire est presque plus clémente qu'aujourd'hui. Ah, moi je dirais que oui, à part Jules Durand, mais là c'était une anomalie, il s'est produit une véritable anomalie dans le cas de Durand, parce qu'en fait les jurés n'ont pas compris qu'ils le condamnaient à mort. Ils ont voté l'intention homicide sans circonstances atténuantes, et ça a donné automatiquement un verdict de mort, mais immédiatement quand le verdict est tombé, tous les jurés ont signé la pétition de l'avocat pour qu'il ne soit évidemment pas condamné. Et d'ailleurs, on a revu la condamnation parce que c'était une véritable aberration. Mais dans l'ensemble, moi je suis étonnée de la clémence des jurys. Si on prend les émeutes de Champagne, par exemple, il y a eu quand même des émeutes, c'est des razzias sur des toutes petites villes comme Aix et Pernay où on brûle toutes les maisons de négociants, vignobles brûlés. Enfin, il n'y a pas de violence contre les personnes, mais contre les biens, des millions de bouteilles de champagne fracassées. On a pas eu la Saint-Barthélemy des vins. Toutes les maisons, enfin c'est terrible, vous voyez les cartes postales, puisqu'il y en a eu beaucoup. Ces successions de maisons brûlées étaient en direct des photos de la guerre de 14, alors que non, c'est les vignerons qui ont brûlé ça. Et les condamnations, il n'y a eu que 20 personnes interpellées, et ils ont été acquittés en fait. Il y en a 2 qui s'étaient suicidés en prison, mais ils ont été acquittés par le jury. Parce que quand ça passait en assises, il y avait beaucoup d'acquittements. Enfin, à l'époque, le raisonnement de la justice, c'était que c'était aussi un moyen de calmer les conflits, de faire de la pacification sociale, alors qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, pour obtenir la pacification sociale, au contraire, il faut réprimer, il faut punir sévèrement, même pour des petites choses, des peines de prison ferme. Et c'est vrai que, par exemple, même aujourd'hui, il y a un contraste même par rapport à ce qui se passait dans les années 68, où la répression judiciaire était quand même moins forte contre les mobilisations politiques. Oui, bien sûr. Oui. De 1905 à 1914, par contre, les leaders syndicaux sont parfois très maltraités. Après Draveil, c'est des leaders syndicaux qui n'avaient rien à voir avec les événements ont été emprisonnés. Puis pour la grève des mineurs du Nord aussi, on arrêtait même des leaders parisiens qui n'étaient pas du tout mêlés aux événements.
Et puis les journalistes comme Gustave Hervé qui ont pris position. Mais le manifestant lambda qui a arrêté, même porteur d'un revolver, s'en tire bien. Puisque en fait, on avait le droit d'avoir des revolvers. Le fait d'avoir un revolver dans une manifestation ne constituait pas un caractère aggravant. Et ça, c'est intéressant, parce qu'aujourd'hui... Aujourd'hui, même c'est en physiologie, c'est une arme par destination. C'est ça. Parce que certains ont été condamnés parce qu'ils avaient un masque pour se protéger ou des lunettes de piscine. Et c'était donc la preuve qu'ils anticipaient des violences. Oui, effectivement, c'est vrai que pour le coup, si on compare donc la période actuelle avec donc les épisodes que vous étudiez dans votre livre, même si la répression peut paraître un petit peu moins violente, et encore parce que finalement, bon, les sabres des dragons ont été remplacés par les flashballs. Oui, qui ne tuent pas, mais qui mutilent quand même gravement. Et par contre, sur la répression judiciaire, pour le coup, c'est pire finalement aujourd'hui qu'en 1909-1910. Donc on voit l'intérêt aussi par rapport aux questions de répression, mais aussi par rapport aussi aux formes de manifestations et d'émeutes, de la comparaison historique entre 1909-1910 et aujourd'hui. Et on peut voir aussi un point commun, c'est la volonté du gouvernement d'associer des mobilisations de grande ampleur à la réaction. Parce que justement, à partir de 1906, on a un gouvernement en France qu'on peut qualifier de gauche, c'est-à-dire qui n'a jamais été aussi à gauche, en tout cas dans l'histoire de la Troisième République, avec pas mal de socialistes au Parlement, et puis un noyau radical-socialiste, donc quand même à gauche. Et ils accusent systématiquement les leaders de ces mouvements d'être de mèche avec l'Église dans le Midi. Alors là, c'est terrible, sous prétexte que certains évêques ouvrent les églises pour que les manifestants puissent dormir, puisque chaque dimanche, ça ressemble beaucoup aux Gilets jaunes, à la mobilisation des viticulteurs du Midi, parce qu'ils sont de plus en plus nombreux, c'est tous les dimanches, et donc les gens arrivent souvent la veille, et les églises sont ouvertes pour qu'ils puissent dormir, parce que c'est vraiment, au-delà des viticulteurs, tout le peuple du Midi qui est ruiné et insurgé, et on dit, bien sûr, ils sont sécessionnistes, royalistes et cléricaux, et anti-républicains. Oui, comme aujourd'hui, Macron a dit que les Gilets jaunes seraient manipulés par une puissance étrangère. Oui, où on les a assimilés à l'extrême droite tout de suite, quand même, immédiatement. Oui, on c'est vrai. continue à le dire, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Oui, donc c'est là, vrai. ça m'a fait vraiment penser à ça. Parce que ça, c'est un vieux tuyau qui était beaucoup utilisé par la Troisième République. Un peu comme ce qu'a dit Trotsky par rapport à Kronstadt. Comme quoi c'était des monarchistes. Exactement, oui, à chaque fois ça peut être utilisé, évidemment. Oui, donc on voit bien effectivement que il y a quand même des parallèles historiques, même si il y a des différences assez fondamentales. Donc on vous remercie, Anne Steiner, du coup, de nous avoir parlé des émeutes et de leur répression à Paris et en France pendant la Belle Époque, en comparaison aussi avec aujourd'hui. Merci beaucoup. Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes. La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle. Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne. Une société raciste n'est pas la collection composite de groupes hétérogènes, mais fonctionne suivant un système de relations entre groupes de pouvoir inégales. Non, la race n'existe pas. Si, la race existe. Non, certes, elle n'est pas ce qu'on dit qu'elle est, mais elle est néanmoins la plus tangible, réelle, brutale des réalités.